Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, deuxième partie, je suis rejoint de nouveau par Sectaire. Re-salut Sectaire. Eh bien, re-salut Mythe, et re-salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que t'as fait pendant 2 semaines à penser intensément à ce qu'on allait dire dans la suite de cet épisode? J'ai réfléchi comme ça, je me suis réuni, on a fait des réunions avec nous-mêmes, tu vois, ça a été extrêmement intense. Rien, donc, en résumé. Voilà. Oui, évidemment. Beaucoup de mauvaise foi. On a beaucoup de mauvaise foi, bien sûr. Ça, j'ai travaillé sur ma mauvaise foi, c'est très important. Ça. Extrêmement important. Donc, au dernier épisode, nous avons parlé de Divinity Original Sin 2, qu'on avait résumé en DOS 2 parce que c'est long à dire. Donc, toujours sorti en 2017 par l'Ariane Studio, toujours un jeu incroyablement bien écrit avec des systèmes dont vous ne vous relèverez pas. On a passé une demi-heure à dire qu'en fait les systèmes étaient pas bien, et donc je me suis dit que là, pour cette suite, on allait un petit peu parler de cette fameuse narration incroyablement bien écrite. Tout à fait. Qui est, je le rappelle, donc incroyablement bien écrite, puisque elle commence dans une originalité totale. Nous sommes prisonniers, et je fais un petit pitch de Divinity. Nous sommes des prisonniers, enfin un prisonnier, et nous échouons, je crois, il me semble, à moitié échoués, mais sur l'île où on devait être mis en tant que prisonnier. Donc ça tombe bien, on s'échoue sur l'île où on voulait arriver. Ouais, donc, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Vous auriez pu être sur l'île d'à côté, vous auriez été dans la merde. Donc voilà. Et à partir de là, le jeu commence sur les chapeaux de roue, puisqu'on découvre assez rapidement que, si je me souviens bien, nous sommes plus investis que ce qu'on croyait, qu'on fait partie des espèces de rebelles, enfin il y a une rébellion par rapport à de l'Inquisition. Oui, alors, ça c'est une espèce de contre-pied rigolo vis-à-vis du premier Divinity Original Sin, puisque dans le premier Divinity Original Sin, on joue une paire d'inquisiteurs qui chassent les sourceleurs. Donc des gens qui possèdent une énergie mystique bizarre qui s'appelle la source, et c'est pas bien. Et dans Divinity Original Sin 2, on va incarner un groupe de personnages qui sont des sourceleurs. Et qui reste, c'est ça, parce qu'il y a eu un dieu qui est mort, enfin je sais pas quoi, il y a tout ça a l'air très. C'est compliqué, hein. Et en plus, comme on l'avait dit dans l'autre épisode, hein, ça rejoint le deep lore de Divinity. Donc on parle beaucoup d'un personnage qui s'appelle Lucian dans Divinity Original Sin 2. Lucian, c'est le protagoniste du premier Divinity sorti en 2002. C'est ça, voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que les deux derniers Original Sin, donc Divinity Original Sin et Divinity Original Sin 2, se déroulent bien avant le Divine Divinity de 2002. Voilà, c'est un espèce de préquel au jeu. Ouais, c'est compliqué. Hein. Oui, il y a toute une timeline absolument extraordinaire. Et il y a même plusieurs milliers d'années entre Original Sin 1 et Original Sin 2, si je dis pas de bêtises. Je crois, il y a du truc, c'est sur 8000 ans. Oui, 8000 ans, me dit Wikipédia. Merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Merci d'être là. Alors, donc c'est très complexe et très touffu. Est-ce que maintenant, alors moi ça me fait me poser évidemment une question que je ne peux pas m'empêcher de te poser. Est-ce que tu penses que un jeu doit être touffu pour être bien écrit? Parce que visiblement, c'est ce qu'on a dit de Divinity Original Sin 2, c'est waouh! Voilà. Alors, je suis pas sûr que ce soit sa touffeur qui ait été louée quand on disait que le jeu était bien écrit. Je pense plutôt que on a vanté la caractérisation de ces personnages et l'ironie cinglante de certains dialogues. Je pense que c'est plutôt ça
qui a été loué dans l'écriture du jeu, plutôt que le caractère extrêmement touffu de lore, de sa propre mythologie, qui, à mon avis, est plutôt désigné d'un signe de tête discret, puis vite mise au rebut, histoire de ne pas effrayer le nouveau consommateur. Oui. Oh oui. Parce que, en fait, tout ce qu'il faut retenir, c'est que on joue une bande de persécutés qui n'ont rien demandé à personne contre des inquisiteurs qui sont apparemment l'élite d'une théocratie fascisante contre laquelle personne ne semble vouloir se rebeller. Ouais, c'était ça, exact. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'à part les victimes de la persécution, tout le monde a l'air de s'accommoder de ces inquisiteurs qui, dès le premier acte, on voit que ce sont des gens d'une violence inouïe qui considèrent les corps des personnes qu'ils persécutent comme au mieux des outils, au pire des abominations à détruire. Donc pas des gens très sympathiques. Hein. Non, c'est ce qu'on voit tout de suite, je crois. Hein. Dès qu'on arrive, vite, dès qu'on arrive, c'est la Hesse, hein, comme disent nos amis les jeunes. Et l'antagoniste du jeu est une haute gradée de l'Inquisition qui est considérée comme un peu zinzin par les autres inquisiteurs, tellement elle est extrémiste. D'ailleurs, alors, cette histoire, puisque ça va nous amener d'abord à nous libérer, évidemment, à sortir de cette île et à réussir à se barrer, donc à faire... parce que bon, pour vous présenter un peu le principe, Divinity, vous êtes donc sur cette île, vous arrivez dans DOS 2, cette île, vous vous rendez compte, comme tu as dit, qu'il y a plein de méchants, il y a plein de prisonniers comme vous, il y a d'ailleurs, et ça c'est intéressant, il y a pas mal de connards dans les prisonniers. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est intéressant. Ça, j'avoue que c'est original parce que c'est pas genre, regardez les pauvres gentils persécutés. Bah non, c'est des prisonniers. Donc dedans, il y en a des gentils, puis il y a des cons, quoi. Enfin, je veux dire, et même les personnages qu'on incarne sont pas des agneaux tout blancs. Hein. Non, c'est pas des agneaux tout blancs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même ils ont essayé d'avoir une finesse à ce niveau-là. Donc, et puis pareil, dans les gardes, je me souviens de 2-3 gardes. Parce que pareil, vous pouvez les tuer, vous allez vous battre au final avec eux, évidemment, mais vous pouvez aussi les assommer. Et c'est vrai que il y a 2-3 gardes, quand tu as des dialogues avec eux, ou voire même tu les entends parler, t'as pas spécialement envie, enfin c'est des gardes, quoi, les mecs ils sont là. Ils sont là pour faire la boulot. Ils font leur taf, donc c'est pas si manichéen que ça, et ça fait plaisir. Voilà, ça j'avoue que ça m'avait beaucoup plu, cette partie-là m'a beaucoup plu. Et ensuite, on va se tirer, et finalement, l'aventure commence quand on se tire. Oui, parce que il va tout à coup être question de dieu mort, comme tu en parlais, et qui dit dieu mort dit place à occuper dans le Panthéon. Et en tant que sourceleur, les 4 personnages de l'équipe qu'on a composée sont susceptibles de prétendre à ce trône divin. C'est ça. Et donc, il y a tout l'ascension, comme on pourrait dire, oui, une espèce d'ascension. Hein, c'est complètement une ascension, c'est même le mot utilisé dans les parties narratives dédiées à ça. Ouais. Une ascension qui va donc se dérouler et qui va vous faire visiter l'ensemble du continent, ou en tout cas une grosse partie du continent de DOS 2. Et malheureusement... ou heureusement, mais malheureusement, j'ai l'impression, alors c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que à partir de l'acte 2, et finalement, ils ont arrêté, on dirait que les développeurs ont arrêté d'écrire des personnages intéressants. Ah oui. Hein, on est d'accord. Bah, en fait, vas-y, finis, et ensuite en fait, si tu veux, c'est moi, ça m'a frappé quand tu arrives, donc on se libère, parce que franchement, l'acte 1, faites-le, débrouillez-vous pour le faire, parce que l'acte 1 est vraiment bien. Dans cette prison, j'ai vraiment adoré cette île. Et vous arrivez dans l'acte 2, et là, on vous dit, il faut aller au village machin bidule, bon, comme d'hab, hein, voilà. Vous arrivez au village machin bidule, et les personnages sont tous d'une platitude, mais c'est incroyable.
Ouais. En fait, voilà. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont très très bien rédigé leur petit plan pour l'acte 1. Et ils sont un peu trop tombés amoureux de cette idée que les antagonistes ne sont pas forcément tous horribles et les gens avec qui on est parqué ne sont pas forcément tous des agneaux. Et on se retrouve en fait à baigner dans une espèce d'ambiguïté morale permanente où on sait jamais sur qui on peut compter ou pas. Oui. On sait quand on fait une quête. Ça, il y avait ce problème-là dans Pillars of Eternity aussi d'ailleurs, mais je lui avais pardonné parce qu'à l'époque j'avais trouvé ça marrant. Là, ça m'avait saoulé. Quand on vous donne une quête, il y a deux issues possibles. Soit la personne qui vous a donné la quête est complètement stupide et meurt des conséquences du service que vous lui avez rendu. Soit la personne qui vous a donné la quête est en fait secrètement méchante et veut que vous mouriez en accomplissant la tâche que vous lui avez qu'elle vous a confiée. Oui, c'était pénible. Qu'est-ce que c'était pénible. Et donc, quand il y a des quêtes, on peut se demander, alors, est-ce que c'est un débilos ou est-ce que c'est un méchant secret ? Parfois les deux. Parfois les deux. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça ? Ça me fait penser au pire de ce que vous pouvez rencontrer, puisqu'on parle de jeu de rôle, toujours, au pire de ce que vous pouvez rencontrer autour d'une table, c'est-à-dire le MJ qui croit qu'il est votre ennemi. C'est-à-dire, ça, je pense que ça a dû t'arriver aussi. Vous avez ce MJ qui arrive, et puis, en fait, il joue pas avec vous à construire une histoire, il joue contre vous. Et le jeu m'a donné exactement cette impression. Oui, alors ça aussi, je vais en parler justement parce qu'on va pouvoir approfondir sur le système de quête, mais déjà, d'un simple point de vue narratif, il y a tout le temps ce pile ou face, est-ce que c'est un débilos ou est-ce que c'est un méchant secret, et ça devient routinier, donc c'est plus du tout un retournement de situation, ça devient le statu quo, et ça participe aussi à cette ambiance de grisaille morale très antithétique de la high fantasy dont semble se prétendre par moment le jeu d'ailleurs. Puisqu'il ne sait pas sur quel pied danser entre est-ce que c'est de la heroic fantasy, est-ce que c'est de la high fantasy, est-ce que c'est de la dark fantasy. Ouais. Il a vraiment ce cul entre deux chaises, absolument. Ouais, cette crise d'identité et ça rend l'écriture plate de ce côté-là parce que on sait à quoi s'attendre avec les personnages, parce que il y a que deux issues possibles. Ce sera jamais des gens sympas qui veulent rendre le monde meilleur et qui y arrivent parce que tu les as aidés à le faire. Après, je pense que ça, c'est malheureusement l'héritage Game of Thrones. C'est pas possible. J'en suis sûr, ça se sent tellement dans l'écriture, genre hey, on va faire de l'ambigu tout le temps, et en fait les mecs ils font tellement de l'ambigu tout le temps que juste tout le monde est ton ennemi, donc tu deviens super parano. Moi je sais que dans l'acte 2, il y avait certains, comme tu dis, il y avait certaines quêtes secondaires, hein, où le gars me dit il faut aller là-bas et tout, bon ok d'accord, je m'armais de façon à ce que si jamais il se retourne contre nous au dernier moment, j'ai de quoi répondre, quoi. Bah oui. C'est ridicule. Enfin, il y a un moment, c'est plus possible, quoi. N'étant pas paranoïaque à la base, si tu veux, ça m'intéresse pas, quoi, d'être dans un espèce de monde. Non, vraiment pas. Et en plus de ça, donc il y a cette espèce d'hostilité du point de vue des personnages, mais même dans l'interface du jeu, moi j'ai trouvé que le carnet de quêtes était extrêmement hostile aux joueurs, parce que je sais pas si tu as eu le temps de remarquer ça, mais le carnet de quêtes, il fait la distinction entre les quêtes terminées et les quêtes que tu peux pas finir parce que tu as raté un élément. Oui, c'est vrai. Et donc, parfois, on fait un truc, et tout à coup, tu as tout un arbre de quêtes, hop, c'est fini. Et il y a juste... Enfin, c'est pas écrit comme ça, mais c'est comme s'il y avait écrit « Désolé, connard, t'as merdé !» C'est exactement ça. C'était horrible. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit « Merde, qu'est-ce que je fais ? Je recharge ma partie. Qu'est-ce que je fais ?» Et attends, c'est pire que ça, parce que... C'était horrible. Moi, il y avait une quête de compagnon qui m'intéressait.
c'était la quête de l'elfe, qui est une ancienne esclave. Et en fait, cette quête, elle m'intéressait parce qu'elle était... alors, bon, on s'en fout complètement, mais c'était l'esclave des hommes lézards, et un des personnages jouables, c'est un homme lézard, et c'est le personnage que j'avais choisi. Donc la dynamique entre les deux personnages, je la trouvais intéressante, et j'avais envie de résoudre la quête de ce personnage-là pour voir un petit peu jusqu'où ça allait. Eh bien... Je suivais très attentivement comment cette quête se déroulait pour être sûr de ne pas avoir de problème, parce que j'avais déjà eu le problème avec l'homme squelette qui veut retrouver son masque. Oui. J'ai retrouvé son masque en battant un boss et la quête était en mode t'as merdé connard, tu verras pas la fin de la quête, mais je l'ai le masque, c'était quoi la fin de la quête? Oh non, mais c'est... Et donc, je vais juste essayer de retrouver le nom de ce personnage. Ils sont... Allons donc. Bah alors, elle s'appelle pas Sibylle, mais c'est ce genre-là. Ouais, si, c'était un nom comme ça. Enfin, moi, les noms, j'ai aucune mémoire des noms, je suis vraiment désolé. J'étais arrivé au bout de genre l'acte 4, et il y avait un truc, enfin, sa quête de personnage n'était pas finie, il y avait encore un ou deux trucs qui manquaient. Et je commence l'acte 5, et la première chose que je constate, c'est que sa quête de personnage passe dans l'état « t'as merdé, espèce de connard ». Mais... Donc j'ai repris ma partie et tout, et la seule conclusion que j'ai trouvée, parce que sur internet aucune solution ne m'a été d'aucun secours, la seule solution la seule explication que j'ai trouvée, parce que j'ai pas réussi à le faire, c'est qu'il y avait une grotte dont je n'ai jamais compris comment j'étais censé y entrer. Okay. Il y avait une espèce de vasque dans laquelle on pouvait mettre un truc qui était censé ouvrir une porte en pierre. J'avais vu sur PC, j'avais déplacé la caméra pour voir le complexe de grotte derrière. Ça avait l'air assez long en plus. Et je pense que c'était là qu'il fallait que j'aille pour finir sa quête. Mais j'en aurais jamais la preuve. Et je me suis senti vraiment insulté par le jeu. Parce que j'arrête pas... Enfin, je fais hyper gaffe à suivre toutes les instructions et tout. Tout ça pour que ça finisse dans la poubelle des quêtes pas finies parce que je suis trop con apparemment pour leur quest design. C'était... Et comme dit, la seule quête qui me tenait à cœur, qui m'intéressait un peu, quoi. En fait, on en revient à ce qu'on disait dans la partie 1 il y a 2 semaines. C'est-à-dire, on en revient à les développeurs, les créateurs du jeu veulent vous donner l'illusion que vos choix comptent. Et donc, la solution qu'a trouvé l'Ariane, à mon avis, là-dedans, c'est de justement, t'as loupé tel élément, et ben voilà, la quête, tu peux pas la finir, ça s'est passé sans toi. Sauf que non, ça c'est foireux, parce que comme tu dis, ça te frustre. Mais je crois que moi, ça m'était arrivé même dans le premier arc, enfin le premier acte. Il me semble que je vois apparaître aussi, je sais plus pour quelle quête c'était, c'était un truc tout bête, hein, mais je vois apparaître. Ok, non, tout ce pan-là, non, c'était pas l'acte 1, c'était l'acte 2. Tout ce pan-là, tu l'as foiré. C'était un truc, il fallait aller dans un marais, je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout. Et tu l'as foiré. J'ai rien fait. T'es juste, c'est pas, j'ai pas compris ce qu'on m'a demandé. C'est, je n'ai strictement rien fait. Oui, c'est ça. Il y a pas de signal que t'es sur le point de rater un arbre de quête. C'est ça. Après coup, on te dit, au fait, t'as merdé. Et on te dit pas où en plus. Et on te dit pas où. Et donc, ça veut dire que c'est pas forcément très utile de recharger sa partie. Alors, est-ce que c'est une tentative de décourager la pratique dite du safe scum où vous avez certainement, si vous avez déjà joué à un jeu comme ça, vous savez en quoi ça consiste, hein. On sauvegarde devant une serrure et puis on essaye de la crocheter jusqu'à ce qu'elle et puis on recharge jusqu'à ce qu'elle soit crochetée. Il y a, si tu veux, à mon avis, une grande incompréhension. Alors là, je vais faire mon chieur de service, hein, mais on est là pour ça. On est là pour ça. Je pense qu'il y a une grande incompréhension de la part de qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, justement, puisqu'on en parlait déjà la dernière fois. Même de la part des devs. Ce que tu viens de me dire là, empêcher le save scum, faire comme si. Ouais. Quand vous avez un MJ autour de la table, votre maître du jeu, si c'est un bon MJ,
soit va rattraper votre connerie s'il estime que c'est important pour le scénario. Mettons, vous venez de trouver un objet qui est un objet de quête. Je vais parler avec un langage de jeu vidéo. Vous venez de trouver un objet de quête. Et puis vous êtes un peu teubé, vous n'avez pas capté que c'était un objet de quête, et puis il y a un marchand qui dit, vous lui dites, hey, tu veux pas racheter ma merdouille là, que je viens de trouver dans le donjon. Bon. Le MJ a 2 choix. Si c'est un bon MJ, si c'est un mauvais MJ qui joue contre vous, précisément comme le jeu vidéo dont on parle, il va dire ok merci, et puis vous vendez la truc, et puis toute la quête, elle sera foutue parce que vous avez vendu l'objet de quête. Ça, c'est le choix qu'a fait DOS. Et un bon MJ, il va dire, soit il va vous dire hors jeu, il va vous dire est-ce que tu es sûr que tu veux vendre l'objet, hein, par exemple, ou alors il va attirer l'attention sur, par exemple, il va vous donner des indices, comme par exemple le vendeur qui va dire oula, moi j'achète pas ça, ça a l'air d'être un objet maudit, j'en veux pas, ou n'importe quelle connerie dans le genre. Voilà. Il va trouver une astuce où vous allez vous dire je vais peut-être pas le faire quand même, hein. Ça serait peut-être une bêtise. Et même, j'irais même jusqu'à dire que si jamais le MJ laissait faire l'acte de vendre cet objet de quête, il y aurait toujours l'idée de pouvoir créer une nouvelle séquence où il faudrait repartir à la recherche de l'objet. Est-ce qu'il a été vendu par le marchand qui est allé voyager ailleurs, et recréer plein d'autres trucs avec tout à coup le marchand se fait assassiner par les rivaux des joueurs parce que ils veulent l'objet, ils veulent l'objet machin, et on peut rebondir pour faire de la narration en plus, alors que là dans DOS 2 ça fait de la narration en moins. Là, ça fait vraiment genre, vous êtes autour de votre table, vous avez vendu l'objet, et puis là, le MJ dit, écoutez, il est 21h30, on arrête la séance, on se casse, tout le monde rentre chez soi, c'est fini. Oui, voilà. Sachant que en plus, l'arbre de quête, il est rédigé, puisque c'est un jeu vidéo. En plus. Et donc, ça veut dire qu'on a des devs qui ont travaillé sur l'arbre de quête, et qui, peut-être pas les gens qui ont rédigé la quête, mais quelqu'un dans le quest design qui s'est dit, tiens, on va rendre inaccessible le contenu du jeu pour lequel les joueurs ont payé, sans aucune pédagogie pour savoir comment y accéder par eux-mêmes. Je pense que ça vient du fait que les gens qui ont fait le jeu ne sont pas des rôlistes, mais sont des gens qui ont joué à Baldur's Gate. Sont des gens qui jouent au CRPG. J'avais un pote qui a pendant un temps, qui lui vient du jeu de rôle pur et dur, hein, du jeu de rôle indé sur table, tu vois, vraiment, et qui pendant un temps a travaillé pour une boîte en tant que comment ça s'appelle, game designer. Ouais. Enfin, game designer. Lui, c'était plutôt scénario designer, voilà. Enfin bref, il est là-dedans. Et il me racontait, il me disait en fait, c'est des gens ils se retrouvaient en train d'expliquer des concepts à des gens qui avaient une énorme culture vidéoludique, mais qui n'avaient quasiment aucune culture de jeu de rôle. Pour eux, si tu veux, ils allaient te dire que le jeu de rôle, admettons, s'ils jouaient à Donjons et Dragons, puisqu'on parlait de Donjons et Dragons, s'ils jouaient à Donjons et Dragons, c'était pour faire du porte-monstre trésor, parce que le jeu était fait pour ça. S'ils voulaient faire du jeu d'enquête, ils prenaient le jeu où c'était du jeu d'enquête. Si tu veux, la boîte ou le livret de règles faisait la fonction du jeu. Ce qui est complètement pas du tout du jeu de rôle. Je peux te masteriser un jeu d'enquête où ça sera purement de l'enquête, il n'y aura pas un demi-combat, en prenant les règles de Donjons et Dragons. Il n'y a aucun problème pour ça. Oui, non, mais ça effectivement, c'est une discussion hyper intéressante quand tu l'abordes de bonne foi du point de vue du rôliste, parce que le fait est que Donjons et Dragons c'est hérité du wargame, et que la moitié des bouquins c'est des règles de combat. Il faut jeter d'ailleurs. Donc donc bon, la question peut se poser, c'est-à-dire, Donjons et Dragons peut faire autre chose que du porte-monstre trésor. Est-ce que Donjons et Dragons est la meilleure option pour faire autre chose que du porte-monstre trésor ? Tout à fait. Mais tu vois, c'est pas la même question. C'est ça, exactement. C'est pas la même question. Et en fait, il m'a dit, il s'est retrouvé face à des gens qui étaient alors peut-être, je sais pas, mais peut-être que c'est parce que c'est des développeurs et qui sont dans un rail et que voilà, je ne sais pas.
Mais il m'a dit, c'était vraiment très difficile de leur faire dire, non mais écoutez, même si la règle l'a pas prévu, ça serait bien qu'on essaye de voir si peut-être que, tu vois. Et ils avaient un peu de mal à ça. Et je retrouve un peu dans cette idée dans ce qu'on a dit et dans ce qu'on a pu observer, toi et moi, sur DOS 2, mais pas que DOS 2. Il y a cette espèce mais justement, tu vois, dans Baldur's Gate, c'est possible aussi de rater des quêtes parce que t'as fait une connerie. C'est moins grave. Le jeu ne te met pas le nez dans le caca. C'est ça. Tu la vois pas, sur la le fait quête. que t'as merdé. Voilà. Tu peux ne même pas t'en rendre compte. Ouais. Oui, mais c'est alors plus que ancien. là, tu es obligé de t'en rendre compte. Et, c'est plus ancien. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont créé Baldur's Gate étaient des rôlistes. Oui, tout à fait. Pas des gens qui jouaient à Baldur's Gate. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Je pense, après, c'est mon analyse, j'en sais rien. Hein. Non, mais c'est tout à fait pertinent ce que tu dis. Et je pense effectivement que il y a quelque part les mauvaises leçons qui ont été retenues de l'expérience de Baldur's Gate en voulant faire ce DOS 2. Et ça fait que, on en parlait dans le premier épisode, l'idée que ce soit Larian qui fasse Baldur's Gate 3, je considère que c'est au mieux une nouvelle très inquiétante, au pire un choix désastreux. C'est particulier comme choix, on va dire. Oui, je vois, je suis assez d'accord. Alors moi, je vais te dire honnêtement, de ce que j'en ai vu, il m'a pas hypé du tout. Bon, mais ça c'est moi, parce que j'en ai aussi un peu soupé du high fantasy constant et permanent. Maintenant, c'est un peu désastreux, ouais. En tout cas, c'est inquiétant. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est inquiétant parce que c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. D'autant que oui, c'est le serpent qui se mord la queue, et si on en croit les commentaires sur l'Early Access, un commentaire très récurrent, c'est pas un jeu BioWare, c'est un jeu Larian. Ouais. Et bon, je vais pas aller jusqu'à reprocher à Larian de faire de Larian. Oh bah non, ce serait dommage quand même. Mais en revanche, je peux reprocher, je pense pouvoir reprocher en toute bonne foi à Hasbro de confier sa marque Baldur's Gate à des gens qui n'ont pas compris en quoi ça consistait. Oui, mais franchement, je sais pas jusqu'à quel point ils vont avoir les coups des franges. On verra. Il sort quand ce truc d'ailleurs ? Il sort cet été, été 2023. Et il est en Early Access depuis 2020. Ah d'accord, ok, oui, parce que j'ai pas du tout suivi Donc il y a des gens qui ont cumulé déjà des dizaines et des dizaines d'heures sur les premiers chapitres du jeu. C'est le problème de l'Ariane, c'est que je pense que c'est tous. Ça, par contre, on en parlait hors micro, mais je pense que ça, c'est vraiment une question de fric. Les types, ils viennent maintenant, contrairement peut-être aux années fin 90, même s'il y avait déjà de la thune, on n'est plus sur le même ordre de grandeur, sur la même échelle de grandeur, sur ce que ça doit rapporter. Voilà, de la conception, le fric qu'on a mis dedans et ce que ça doit rapporter. Donc, les types, ils font du Baldur's Gate. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils font du Baldur's Gate. Ils savent très bien, il y a quand même peu de chances que ce soit des jeunes de 15 ans qui vont acheter Baldur's Gate 3. C'est vraiment pour nous, tu vois. On en revient à ce que je disais la dernière fois sur le temps emprunté. Voilà, c'est pour nous faire plaisir à nous. C'est vrai. Hein, oui, c'est sûr. C'est du revival. Et les mecs, il y a aussi une deuxième couche qui est, on veut que ça rapporte, quoi, les mecs. On vous a mis, je sais pas combien de millions d'euros dedans, vous allez nous les rendre. Et vous allez nous faire du profit. Donc, tu vois, je sais même pas si on retrouvera du Larian, à mon avis. Il va y avoir tellement de couches de décisions autour que ils vont faire une copie. On verra. Non, mais on verra bien à quoi ça va ressembler à la sortie, mais bon... Ça va être 400 heures, promis. Vous allez avoir... Tu sais, avec toujours ces mêmes... vos choix comptent. 2. Ouais. Voilà, vos choix comptent, et puis rassurez-vous, il y a 400 heures de jeu, et puis non, mais c'est bon, quoi. Non, alors ça, c'est pas évident, parce que, tu vois, le jeu Donjons et Dragons 5e édition, c'est conçu pour aller jusqu'au niveau 20.
Ouais. La première campagne de Solasta, elle va jusqu'au niveau 12. Et Baldur's Gate 2, c'est censé aller jusqu'au niveau 10. Et Baldur's Gate 3. Ah, il est censé aller que jusqu'au niveau 10. Ah, bah ils vont vendre plein de DLC, là. Eh ouais. On verra. Mais oui, et je pense qu'on va pouvoir arriver à la question fondamentale sur ce DOS 2, et qui va être ma hot take, qui était la hot take que je voulais faire dès le départ. C'est comment je me suis retrouvé à jouer 150 heures à ce jeu qui m'a manqué de respect et qui m'a ennuyé profondément, tout en accusant le coup du point de vue de la technique à cause de la machine sur laquelle j'y jouais. Ça m'est venu il y a vraiment pas longtemps en discutant avec quelqu'un d'autre. Le jeu était toujours à 2 doigts de devenir bien. Ouais. Je me disais, si je continue un petit peu, ça va devenir bien là. Bien vu, c'est vrai. Et donc, la comparaison la plus pertinente que je puisse faire avec ce DOS 2, c'est que c'est un petit peu le TikTok ou le YouTube Shorts du jeu vidéo. Je vais regarder 5 minutes de plus au cas où ça devienne bien. Ouais, c'est... Oui. Ben, effectivement, il y a ça, il y a beaucoup ça, c'est bien vu. C'est vrai que moi aussi, j'ai insisté, il y a juste, je te dis, ce moment à la fin de l'acte 2 où j'ai dit, vas-y, c'est bon, j'en ai plein les bottes. Mais il y avait ce côté genre, ça va être mieux. Je vais retrouver, et tu sais, un peu comme un addict en manque, je vais retrouver le frisson que j'ai eu au début de l'acte 1. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, l'acte 1, moi j'ai adoré, hein, vraiment. Et ouais, il y a ça, t'as raison. Il y a ce côté genre, allez, je pousse un peu. Là, je vais m'amuser. Là, ça va être cool. Mais t'as mis 150 heures. Donc toi, tu fais partie de ces gens qui ont 5000 heures de jeu et qui mettent « c'est nul, n'y jouez pas ». Alors, en général, je laisse tomber avant. Ouais. Mais bon, j'ai aussi du mal à laisser tomber les jeux. Parce que je pense que t'es aussi de cette génération-là où on n'avait pas autant de jeux aussi souvent. Et donc, pour avoir du... il fallait le finir, le jeu, parce que tu savais pas quand t'aurais le suivant. Hein. Absolument. Et tu le refaisais même des fois. Et tu le refaisais. Et la pratique de rejouer au jeu, c'était aussi... ça mériterait son propre épisode. Mais par exemple, Baldur's Gate et Baldur's Gate 2, encore aujourd'hui, bon, pas avec le même appétit qu'à l'époque, mais encore aujourd'hui, je pourrais faire une run complète de Baldur's Gate et y trouver mon compte. Ouais, mais là, il y a aussi le côté Madeleine de Proust, tu vois. Ça te renvoie aussi... Ça renvoie à quelque chose, mais je suis tellement familiarisé avec les systèmes que... Ça te coûte pas d'effort, voilà. Ça me coûte pas d'effort de me relancer, alors que si je devais refaire une partie de DOS 2... Ouais, tout à fait. On pourrait pas me payer assez cher pour le relancer, ce jeu, quoi. Après, ce qu'il y a aussi avec Baldur's Gate... qui rejoint un peu ce que tu disais avant, c'est que, en tout cas, moi, le premier, alors bon, pour te situer vite fait sur Baldur's Gate, le premier, j'ai monté, alors j'ai pas fait, je peux pas dire que j'ai fait des runs avec chaque personnage, avec chaque style, mais j'ai fait un paladin, j'ai fait un battle mage, j'ai fait un druide, je crois que j'ai fait genre 4 ou 5 personnages différents, et je suis arrivé à la fin, quasiment à la fin du jeu avec chaque. À l'époque. Hein. Mais comme tu dis, parce que j'avais un jeu. C'était ça aussi. Tu ponces le jeu, quoi. Tu le ponces parce que t'es pas sûr. Et il y avait cette fascination de c'est incroyable, je vais essayer de faire un autre. Bon, au fur et à mesure des runs, je me rendais compte que c'était toujours pareil, mais évidemment, mais il y avait ce plaisir de retrouver ne serait-ce que l'univers, de retrouver les règles. Je pense que les auditeurs de maintenant, si vous n'avez pas connu cette époque-là, vous pouvez pas imaginer l'extraordinaireté, la magie que ça représentait d'avoir les règles que vous n'aviez connues qu'en livre, que vous n'aviez connues que en bouquin et que autour d'une table avec vos potes et que vous aviez dans votre ordi. Et aussi joli, parce qu'avant il y avait eu des tentatives, mais c'était un peu moche, surtout les blobbers et tout ça, c'était un peu chiant. Mais vous retrouviez les règles de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je jouais à Baldur's Gate, et je sais pas si toi... Ben non, toi, tu l'as fait plus tard, mais moi, je jouais avec Baldur's Gate,
Et j'avais mon livre du joueur et mon guide du maître de Donjons et Dragons 2e édition, enfin d'ADD 2e édition, à côté de moi. Parce que c'était les mêmes sorts, et je regardais, je vérifiais, et c'était fou, quoi. Oui, bah oui. J'étais dedans à bloc. Oui, non, mais c'est... Parce que oui, des jeux vidéo Donjons et Dragons, il y en avait eu beaucoup avant, mais ça a été une... C'était pas aussi... C'était une rupture. Ouais. C'était une rupture. C'était jouable déjà. Excuse-moi. Mais... Oui, alors les Goldbox, ils étaient gratuits sur GOG, donc je les avais pris. Non. Disons que j'ai déjà pas fini de jouer à Legend of Grimrock, donc la Goldbox, ça va aller. Ah bah tiens, on en parle. Legend of Grimrock, les 2, je les ai poncés. J'ai adoré. Ah oui, non mais c'est des jeux qui assument ce qu'ils sont. Oui, complètement. Et alors que ce sera le dernier point sur l'écriture de DOS 2, c'est un jeu qui assume pas ce qu'il est. Parce que y a ce narrateur qui a toujours cette voix un petit peu ironique pour relater tout et n'importe quoi, y compris des choses très sombres. Et donc, on a l'impression qu'ils veulent à tout prix prendre du recul pour comme pour éviter la comparaison. Regardez, nous, on se prend pas au sérieux, nous comparez pas à des trucs trop sérieux. Nous comparez pas au Seigneur des Anneaux, s'il vous plaît. Nous, on a du recul. Ouais, c'est exactement ça. Et couplé à tout le reste des problèmes de narration, ça délégitimise tout et ça fait que tu t'intéresses à rien de ce qui est proposé. Ce qui est dommage parce qu'on est censé être motivé par l'histoire, on n'est pas censé être simplement motivé par les combats. Et finalement, c'est dans certains combats où j'avais suffisamment compris les règles implicites du jeu pour jouer selon ses termes à lui. Et me dire ah ok ça marche comme ça, ok c'est cool, c'est dans ces moments-là que je me suis amusé avec le jeu. Ouais. Et certainement pas avec ses dialogues ou avec son quest design. Ouais, quand tu arrives à sublimer le combat, à sublimer le moment du combat et où là tu as l'impression d'être vraiment porté dans le truc. Ouais, tout à fait. Ouais, et ça mis à part, le jeu n'a pas cessé de me repousser. En me promettant que ça allait devenir bien si je résistais à ces repoussements successifs. Donc, peut-être que les gens qui t'ont conseillé le jeu, qui nous ont conseillé le jeu, finalement, peut-être qu'ils ont été dans la même situation que toi, c'est-à-dire que ils savent très bien que c'est pas bien, mais ils se disent je peux pas revenir en arrière. Non, alors est-ce que c'est du sunk cost fallacy peut-être. Je pense surtout que c'est des gens qui ont eu l'occasion d'y jouer à deux et je pense que ça change beaucoup de choses. On peut y jouer à deux à DOS 2 ? Oui, on peut y jouer à deux à DOS 2 et tu as même des réglages de création de personnages où tu peux être extrêmement puissant pour peu que tu sois maximum 2 dans ton équipe. Donc c'est clairement fait pour que tu joues juste avec quelqu'un à côté, manette en main, et que on rigole en zigouillant de l'inquisiteur. Et je pense aussi que voilà, j'ai peut-être pas joué à l'expérience pensée par l'Ariane, mais bon, fallait peut-être le préciser. C'est beaucoup demandé à notre époque d'avoir quelqu'un à côté de soi sur le canapé pour jouer au même jeu avec une manette. Hein. Donc, oui. Oui. Ou alors, il faut des jeux qui soient adaptés. Quoi. Mais en tout cas, pas sur les 150 heures de jeu d'un jeu de rôle. Non. On est d'accord. Bon, écoute, Sectaire, merci beaucoup d'être venu parler de ce jeu de Sémor avec moi. Merci à toi, c'était très bien. Donc je vous rappelle, Tex et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage, merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez Simon et sa chaîne YouTube dans les commentaires. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à vous de nous suivre à chaque sortie. Hein. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du démon, Twitter et Instagram, @TexBurn. Retrouvez-nous sur Discord, on a un Discord. Sectaire, il est allé sur Discord après l'avoir entendu et ici amuse bien. Absolument. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires sur mes hot takes par mail sur hottakes.slowburn@gmail.com. Mettez-nous des avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La plupart des plateformes le font maintenant. Et puis retrouvez Sectaire sur Twitch, sur Dystopic. Partout. On est partout. Partout, tout le temps. Il est partout.
il est partout. On se retrouve bientôt. D'ici là, je suis toujours Mythamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.